Salut Eva. Salut Théoben. Il débrief ou quoi? Allez, je te suis. Bienvenue à l'amphithéâtre Émile Boutmy. Hello la team, bienvenue sur Débrief. Aujourd'hui, je suis trop contente, je vous présente Théoben qui a un parcours de ouf. Salut la team. On s'est rencontrés à l'Institut de l'engagement. Ouais. Et j'ai vu que tu avais une fibre, je sais pas, t'es très débrouillard, tu captes les trucs et tout, et ton parcours est très intéressant. Donc, je suis trop contente de t'accueillir sur Débrief. Merci pour l'invitation Eva, je suis un peu stressé mais ultra heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment, il n'y a pas de stress, c'est Ok. comme un lendemain de soirée, Ça marche. on débrief sur ton parcours d'orientation. Ok. Pour commencer, première question, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit et pourquoi? Moi quand j'étais petit, j'avais deux rêves. Un rêve c'était d'être un combattant professionnel. Je voulais être un aventurier, un guerrier, etc. J'étais fan de Rocky Balboa, etc. Donc il y avait ça. Mais de manière un peu plus réaliste, j'étais aussi fan de... Un peu plus vieux, là je devais avoir 9, 10, 11 ans. J'étais fan de géographie, de culture, parce que moi dans mon bâtiment il y avait énormément de culture. Et je me suis dit, moi je vais être diplomate, travailler dans les relations internationales. Donc j'avais le premier rêve qui était d'être combattant et l'autre qui était d'être diplomate. C'est ça mes deux premiers rêves. Ok, très stylé. Et maintenant, ton parcours brièvement, où tu as grandi, en fait ton histoire, où tu as grandi, quelles études tu as faites, Ouais. et peut-être un mot sur ton début de vie professionnelle. Bah, moi j'ai grandi, je suis né et j'ai grandi dans la même ville, à Mantes-la-Jolie, dans le 78, dans un des quartiers, à l'époque il était réputé comme étant le plus grand quartier d'Europe. La plus grande cité en fait d'Europe, parce qu'en termes de grandeur c'est énorme, c'est une cité qui s'étale sur des kilomètres et des kilomètres. Et donc moi du coup j'ai grandi là-bas, dans un HLM classique, on était 7 dans un F4 je crois. Donc, mais bon en réalité j'ai jamais senti qu'on était dans une situation catastrophique. Franchement, en fait, on avait normalisé la chose. Je considère que j'ai eu quand même une enfance heureuse avec mes 5 frères et sœurs. Et du coup, après, dès le bac, moi j'avais en tête d'aller à Sciences Po. Justement, je te parlais de mon rêve de diplomatie, donc je me suis dit c'était pour faire ça. Donc j'ai rejoint Sciences Po dès après le bac, c'est-à-dire que j'ai passé le concours de Sciences Po avant de passer le bac en réalité. Et donc j'ai passé mes 2 premières années dans le campus de Sciences Po Paris dans le sud, qui est spécialisé Moyen-Orient. Ok. À Menton, donc à côté de Nice. Ensuite, ma 3e année, je l'ai fait en échange en Californie. Ensuite, je suis revenu à Paris pour faire mon master. Et là, je recommence un autre master. Je kiffe les études, donc on continue. On s'arrête jamais. On s'arrête jamais. Je fais un autre master en école de commerce cette fois. Ok, trop stylé. Et peut-être avant de revenir étape par étape sur ton parcours, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que Sciences Po, les sciences politiques, qu'est-ce qu'il y a comme métier qui gravite autour de ça? Parce Ouais. que voilà, on a cet idéal parfois, c'est mais on vrai. sait pas trop ce que c'est. C'est vrai. En fait, Sciences Po, ça a été créé à la fin du 19e siècle, quand il fallait reconstruire la France après avoir perdu notamment la guerre contre les Allemands. À l'époque, il y avait déjà la guerre contre les Allemands au 19e siècle. Et donc, il fallait recréer une élite un peu politique d'hommes qui s'occupent des affaires publiques, donc qui sont à la tête de l'État. Et donc, ils ont créé Sciences Po Paris à ce moment-là. Et donc, Sciences Po Paris, le but, enfin, de tous les Sciences Po d'ailleurs, c'est spécialisé dans le secteur public. Donc, quels que soient les débouchés, tu peux finir soit dans la haute fonction publique, donc diplomate ou, je sais pas moi, préfet ou quelque chose d'autre, dans la haute fonction publique, ou alors dans le privé, mais tu seras toujours lié à ce que l'État fait. En fait, à chaque fois, tu es spécialiste de ce que l'État fait, de comment il opère et ses interventions. Donc, finalement, les débouchés, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, sont toujours plus ou moins liés à l'État, au secteur public. Ok. Et donc maintenant, on va rebalayer un peu dans l'ordre chronologique. Ouais. À quel moment tu t'es dit, ok, je vais faire Sciences Po, ok, je me mets en mode, je passe le concours, et comment tu t'es senti Ça, moi, j'ai fait quelques années de collège, j'ai fait l'école à la maison, Ok. mais j'avais une asso qui s'appelle Éduculture à Mantes-la-Jolie, une asso de quartier, qui faisait des forums de l'orientation chaque année. Et je devais être en 3e et je me suis rendu à un forum. J'avais déjà entendu parler de Sciences Po, mais bon, ça n'avait rien comme d'autres écoles. Et je rencontre un gars de Sciences Po à l'époque et on parle, il avait un stand et on parle pendant au moins 20 minutes. Et là, il me convainc de 2 choses. D'abord que c'était l'école qui était faite pour moi. Parce que c'est pour faire la diplomatie, les relations internationales, l'État. Et deuxième chose, que j'étais légitime, ou en tout cas que qu'il fallait pas m'auto-censurer. Pourquoi? Parce que c'était un gars qui était comme moi, qui sortait d'un quartier. Il me paraissait pas extraterrestre, quoi. J'arrivais à me projeter en lui. Et aussi, il a su montrer une certaine simplicité
qui fait qu'il m'a dit regarde, on est pareil, donc si je l'ai fait, tu peux le faire. Et c'est donc fin troisième, début seconde où là je me suis dit ok, c'est l'école que je vais faire. Donc dès le lycée, dès la seconde, je pensais pas trop au bac, je pensais directement à Sciences Po. Waouh. Et c'est ce qui fait que je pense par rapport aux autres, justement grâce là au coup de pouce que j'ai eu de l'assaut, l'information que j'ai eue et le fait de me dire ne t'auto-censure pas, là ça a tourné un switch, j'ai décidé de mettre une détermination et pendant les années de lycée, je me suis... j'essaie d'avoir des bonnes notes, non pas pour avoir le bac ou quoi, mais pour avoir un dossier solide pour Sciences Po. Waouh. Ouais, en fait, le plus tôt tu le sais, le plus tôt tu Ouais, peux bosser et t'es exactement. motivé, même ouais, à te lever chaque matin, à avoir Tout des à très fait. bonnes notes, pas juste la moyenne. Et, ouais, et pour moi, c'est ce qui fait la différence entre bah, les jeunes de quartier ou les jeunes de milieux plus ou moins défavorisés qui n'ont pas forcément l'accès à cette information-là assez tôt, par rapport à d'autres qui, que ce soit via leurs parents, ils voient tous les jours, qui sont dans des boulots, qui ont l'information et donc qui arrivent à être inspirés. J'aime bien dire qu'il y a des gens qui sont en prépa depuis la naissance, puisque d'une certaine façon, ils baignent dans ces milieux-là. Bah, moi et nous, plus globalement, c'était pas le cas, mais heureusement qu'il y a quand même des gens qui sortent, on va dire, des sentiers battus et qui arrivent, malgré leur origine sociale pas forcément favorable, qui arrivent à se débrouiller et faire des parcours plutôt pas mal. Et Et, après, et montrer l'exemple d'ailleurs, parce que si tu fais tes parcours mais que tu le dis à personne, c'est bien, mais le mieux c'est quand même de s'engager et d'inspirer les autres. ouais, t'as été inspiré, maintenant toi tu transmets et c'est ce que tu fais avec ton J'essaie. témoignage. Ouais, exactement. C'est pour ça. C'est comme ça qu'elle m'a convaincu. Parce que sinon, ouais, je voulais pas parler. Elle m'a dit non, mais c'est pour inspirer les plus jeunes. Bon, je me suis dit, pour être cohérent avec moi-même, j'étais obligé de On le est faire. obligé là. Ouais, La vie pour les caméras. exactement. Tu vas y Tout prendre pour les goût. caméras, là. Et du coup, ouais, donc là tu passes le concours. Ouais. Et c'était quoi les épreuves? C'était quoi le niveau de stress? Est-ce que tu l'as préparé seul ou il y avait d'autres gens autour de toi avec qui t'as pu Non, on le a pu. bosser? Ouais, dans mon lycée, on était plusieurs à le préparer. Donc, on a pu le bosser ensemble. Bah, il fallait travailler notamment sur un dossier, sur un cas géopolitique précis. Moi, j'ai fait un dossier sur l'Arabie Saoudite à l'époque, parce que j'étais passionné déjà du Moyen-Orient, et sur sa place dans la géopolitique, c'était en 2017, sa place sur la géopolitique, à l'époque la rivalité avec l'Iran, etc. Donc moi j'étais passionné, j'aimais ce que je faisais, donc j'ai préparé le dossier. Et après c'était l'oral où là pour le coup, l'admissibilité ça allait, mais l'admission à l'oral ça met un coup de pression. Carrément. Parce que pour le coup il faut se déplacer. En Mantes-la-Jolie c'est la banlieue, mais la banlieue très lointaine. Moi Moi j'allais j'ai vu jamais à sur la Paris. carte, Ouais, t'as c'est vu? far far loin Ouais, quand même. c'est proche de l'Eure, de la Normandie, donc on est vraiment loin de la capitale. Et donc moi quand j'étais petit, j'allais très rarement à Paris, tu vois, ça m'arrivait de temps en temps, mais et donc il fallait se déplacer jusqu'à Paris. Et tu rentres dans une grande institution qui est Sciences Po. Là, on y est aujourd'hui, mais maintenant je suis un peu habitué. Mais à l'époque, c'est impressionnant. Carrément. T'étais Et tout seul quand t'es venu pour ouais, l'oral? j'étais tout seul. Ouais. J'étais tout seul. J'ai Ça, fait le c'est souvent un déplacement truc tout qui seul. arrive aux personnes qui sont pas forcément Ouais, ouais, de ce exactement. milieu-là. Tu fais tout seul en fait. Tu te Exactement. débrouilles et. Ouais, je me suis retrouvé tout seul le jour de l'oral. Je voyais parce qu'on faisait la queue pour attendre notre tour. Il n'y avait aucune tête familière, que des gens différents et tout. Et Et là, tu bah, t'es dit quoi? je mets un coup de, bah, j'avoue que j'ai eu un petit coup de stress. Moi, un de mes avantages, c'est que je stresse pas trop normalement, habituellement. Mais là, c'était un des jours où je crois que j'ai le plus. C'est normal, je commence à avoir des sueurs froides. Et donc, j'attends. Comme j'avais la pression, je suis venu bien à l'avance. Je voulais surtout pas rater le truc. Donc, j'attends quasiment, je sais pas, presque 40 minutes devant la porte. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, faut que je fasse quelque chose. Et je vois en fait sur la porte qui m'était attribuée, de la salle qui m'était attribuée, je vois la liste des jurys. Je me dis, bon, on va faire une petite recherche Google, on va Aïe. googliser le nom des jurys, etc. Et je vois le nom d'un professeur très renommé de Sciences Po, et je vois les livres qu'il a écrits et tout, et je commence à lire des résumés de ses livres. Je me dis, bon, je suis obligé de sortir la référence pendant l'oral. Et il se trouve que l'oral, j'arrive, ils sont quatre, je crois, et lui, c'était un peu le doyen, et c'était celui qui était le moins concentré. Oui, il était un peu, voilà. Et il m'écoutait pas trop, c'était les autres qui me posaient des questions. Et puis vers la moitié, les deux tiers de l'entretien, je sors d'ailleurs, et je sors une citation qu'il a écrite comme si c'était un livre que je lisais depuis des années, tu vois. Et là d'un coup il se réveille, il fait ah très bien. Et là d'un coup il est trop content, tu vois. Et je sais pas si c'est pour ça que j'ai été pris, mais en tout cas moi-même ça m'a remis en confiance et j'ai vu que ça l'a sorti un peu de sa torpeur. Et voilà, c'était juste une petite anecdote qui s'était passée ce jour-là. Moi au début ça m'a juste permis de sortir de mon stress. Je me suis dit bon il faut que je m'occupe, il faut que je fasse quelque chose. Et au final ça a payé. Et puis quand j'ai eu la nouvelle que j'ai été pris, je pense.
Ah, j'étais tellement heureux ce jour-là. Tu te souviens où Je me rappelle c'était? très bien, j'étais chez moi. Ma mère aussi, elle savait. Donc, nous deux, on regardait. Moi, j'étais dans ma chambre, elle était dans sa chambre. Et, et je me rappelle, je regarde, parce que j'avais la pression. En fait, si je voyais que j'étais pas pris, j'allais même pas regarder ma mère. J'allais rester dans ma chambre et faire comme si de rien n'était. J'allais me barricader. Et là, je vois, je crie et je cours vers ma mère. Je dis, ouais, c'est bon, j'ai été pris. Et puis elle aussi, elle crie un peu de joie. Et ouais, c'était incroyable. Franchement, ouais, c'était. Je me rappelle, ma famille s'était cotisée pour m'acheter un ordinateur, pour me Mhm. féliciter. Franchement, et même, j'avais même eu une petite montre et tout. Non, franchement, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Trop beau. En fait, ouais, c'était un Eldorado qui t'attendait, quoi. Exactement. C'était une nouvelle vie, Ouais, j'avais plein l'impression que d'espoir. j'avais travaillé quand même pas mal d'années, on va dire au moins un an sérieusement pour ça. Ça fait plusieurs années que j'avais ça en tête. Et j'avais un plan B, mais en tout cas d'aller en prépa, mais c'était beaucoup moins plaisant, quoi. Mhm. Et donc d'un coup, en fait, ouais, tout le travail que j'avais fait depuis tous ces mois payé, faisait sens. Et c'est bon, j'ai l'impression que c'était un peu, ouais, c'était l'ouverture. Mais après, c'est pas non plus. L'erreur que tout le monde fait, que j'ai fait aussi un peu, c'est que bah, après je me suis dit, je me suis reposé sur mes lauriers au début. Mhm. Je me dis c'est bon, j'ai fait ce que j'ai eu, mais je pense qu'il est clé, c'est de se retrouver très vite à un autre objectif pour essayer d'embrayer sur autre chose. Mais en tout cas, ouais, pendant longtemps, ouais, j'étais sur des nuages. Ah ouais. Après, ça fait du bien aussi de relâcher la pression, ça a Ouais, été tellement dur bien par sûr. rapport à d'autres ados qui sont peut-être plus innocents ou Ouais, dans c'est vrai. Ouais, avec ouais, d'autres c'est vrai. Non, priorités. j'ai passé un bel été. Ouais, 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 la pression, je l'avais bien relâchée. Ouais. trop bien. Et donc après, tu es rentré à Sciences Po. Ouais. Comment ça s'est passé tes premiers temps? Est-ce que tu as senti un décalage? Est-ce que tu as eu certains chocs? Est-ce que... Ouais, alors moi, donc j'ai toujours habité chez mes parents jusqu'à mes 18 ans. Donc à 18 ans, je dois sortir de chez mes parents puisque j'allais dans le campus de Menton, donc dans le sud. Campus spécialisé Moyen-Orient, c'était le campus que je voulais faire. Parce que je voulais apprendre l'arabe, enfin avoir un bon niveau en arabe, être spécialisé sur ces questions-là. Parce que mon but, c'est être dans la diplomatie France, dans un pays du Moyen-Orient. Donc j'arrive déjà, je dois faire 1000 kilomètres. Première fois que je vais pas dormir chez mes parents, enfin voilà, pendant des mois et des mois. Et je suis très très proche de ma famille, de mes frères et sœurs. On a toujours été très proches des uns des autres. Et donc, ce qui fait que je devais les lâcher, c'était un peu émotionnel, mais c'est surtout ensuite le décalage. Je sortais de mon quartier, je me retrouvais dans la Côte d'Azur avec des gens qui n'avaient pas forcément le même profil, on va dire, social que moi. Et bah, au début, c'est vrai que j'ai dû m'adapter. Je n'avais pas les mêmes conversations à Sciences Po avec mes potes du lycée. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont toujours été très ouverts. J'ai jamais senti de mépris de classe. En tout cas, de mon point de vue, C'était ils pas ont, tabou? non, c'est ça va. Ils- j'ai jamais senti qu'ils voulaient me faire ressentir justement un décalage. Donc ça allait. C'est moi qui ressentais au départ. Ça m'a pris un peu de temps pour m'adapter, mais au bout de quelques mois, ça allait très vite. Heureusement, notamment, c'est pour ça que les clubs, moi, le club de foot, le club de boxe, j'ai réussi parce que là, on est tous pareils, on s'intègre facilement, donc ça m'a permis de m'intégrer pas mal. Je me suis fait plein de potes là-bas. Et voilà, mais oui, effectivement, au début, c'est vrai que je me rappelle des premières discussions, je me suis dit, bon, on n'a pas les mêmes intérêts forcément quand on sort de Mantes-la-Jolie que quand on sort d'un grand lycée parisien ou à l'international, mais franchement, je l'ai plutôt bien vécu et j'ai réussi à m'adapter assez vite. Trop bien. Et donc là, ça ressemblait à quoi à peu près ton rythme? Du coup, c'était un bachelor, c'est ça? Ouais, C'était exactement. voilà, 3 années. Ouais. Et c'était quoi tes cours, tes horaires? Deux, trois cours de 2 heures par jour. Donc ça allait, franchement, c'était pas non plus invivable. Et l'avantage, c'est que ça me passionnait. Moi, on faisait du droit public, on faisait de la science politique, on faisait des relations internationales, on faisait de l'anglais, enfin des langues. Donc moi, les cours, dès le départ, j'ai accroché. Et, et aussi, quelque chose, c'est que quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai le niveau? Parce que bah, je sors de mon lycée de ZEP. Est-ce que j'ai le niveau pour Sciences Po ou pas? Donc au départ, je me suis mis un peu la pression pour essayer d'avoir des bonnes notes. Mhm. Après le premier semestre, j'ai vu que j'ai eu mes bonnes notes. Je me suis dit, ah bah, en fait, ça va. Donc mes notes à Sciences Po, au départ, elles étaient excellentes. Après, je me suis un peu relâché, mais voilà, j'ai voulu retenir au moins une bonne moyenne. Mais ouais, le premier semestre, je me suis dit, parce que je me suis dit peut-être que si je travaille beaucoup, ça va pas suffire. Donc j'ai essayé Ah ouais. beaucoup de travailler, mais finalement, les notes étaient en conséquence, donc ça allait. Ouais, c'est ouf que Euh, t'aies eu le concours et qu'en plus de ça, t'aies eu besoin de faire tes preuves Ouais, bah en fait, c'est pour toi, pour quoi. moi-même, ouais, parce que je savais, parce que j'ai eu le concours, mais
Moi, mes comparaisons, c'était avec mon lycée. Je savais pas si j'allais être compétitif ou pas. Mais bon, ça s'est bien passé sur ce point de vue-là. Et ouais, c'est des cours que je kiffais. Parce que moi, j'en avais marre de faire des maths. J'en avais marre. Au lycée, t'es obligé. Moi, les maths, la physique, la SVT, c'était pas mon truc. J'étais moins passionné. Et donc là, j'avais que des cours qui plus ou moins me passionnaient. Tu as des cours fondamentaux en fait que tu choisis pas, mais tu as aussi beaucoup de cours électifs. J'étais dans un cours de cinéma, de civilisation, et c'était passionnant. Ouais, t'as pu découvrir plein de Ouais, trucs. ouais, j'ai découvert plein de choses. Ouais. C'est ça l'avantage. Et donc, au bout de ces 3 ans, tu pars, donc j'ai regardé un petit peu, en Californie. Ouais, Donc, au passage, c'est une des universités les plus prestigieuses du monde, donc quand même le mec. ouais, justement, justement, ce qui me fait penser à ça, c'est une des raisons pour laquelle je voulais avoir des bonnes notes, c'était pour être compétitif, pour pouvoir postuler à des grosses écoles. Parce qu'en échange, il faut avoir un bon dossier pour aller dans une grande école. Donc, toujours être stratégique quand même. Ouais, penser à c'est la ça. suite. Donc ouais, je me retrouve, j'ai réussi c'était mon premier choix, Université de Californie. Et Et ouais, là, je me comment ça retrouve s'est là-bas. passé l'arrivée là-bas en Californie? En fait, il m'a dit c'est des décalages. À chaque fois, je dois m'adapter. Je passe de Mantes-la-Jolie à Sciences Po. Ensuite, je passe de Sciences Po à la Californie. Mais j'ai surkiffé la Californie. J'arrive. Déjà, j'atterris. Il fait chaud à Los Angeles Airport. Il fait chaud. Tout le monde est souriant. J'arrive, les gens. Déjà, première chose, les gens commencent à me parler. Et moi, j'avais mes écouteurs, donc je me dis, attends, c'est bizarre, pourquoi j'ai fait un truc de ouf, qu'est-ce que Ils ont j'ai cela. raté. Et puis, juste, je sais pas, ils étaient intéressés, ils étaient ouverts. Je dis, ah, on n'est pas à Paris là, c'est pas ça. Et je me suis adapté, j'ai kiffé, je me suis ouvert aux autres. Et ben, en fait, tout le monde est plus ou moins immigré. Enfin, le fait d'avoir un accent ou pas d'avoir d'accent ou de venir à l'étranger, c'est pas du tout un problème. Ils sont là, c'est est-ce que tu as un projet, est-ce que voilà, tu es quelqu'un qui est dynamique ou pas. C'est comme ça qu'ils vont te juger plus que d'où tu viens. Ah, c'est ouf ça. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai ressenti. Donc, bon, après, parfois, malheureusement, si eux ils sont motivés surtout beaucoup par l'argent, c'est un peu vrai. Et quand je leur parle d'autre chose qui n'est pas forcément lié alors pas tous, hein, mais certains qui est pas lié à l'argent, ils vont perdre intérêt très vite. Mais sinon, en termes de personnalité, les Californiens, ils sont trop dynamiques, trop gentils, accueillants. Donc ouais, j'ai kiffé mon expérience là-bas. Alors, ils vont être accueillants et dynamiques. Ils vont pas se livrer à des choses personnelles très vite non plus, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, ils vont être très avenants, mais pour vraiment, vraiment, vraiment rentrer dans leur cercle fermé, dans leur intimité, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, pour te mettre à l'aise, ils te mettent à l'aise. Ouais, direct, t'es accepté Ouais, et ils ouais. prennent pas 3 ans à t'adresser la parole. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Eux, en termes de soft skills, là, ils sont imbattables, hein. Ah ouais, ils sont en termes de capacité à sociabiliser, à se connaître les uns les autres. Ouais, ils sont forts. Et j'ai essayé de m'inspirer d'eux, hein. Garder ça pour Paris ensuite. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Malgré le fait que c'était pas le même délire à Paris, j'ai essayé de garder ça à Paris Les après. gens te regardaient en mode qu'est-ce Ouais, qu'il veut ouais, celui-là, il ouais, a un comparaison. problème. Mais ouais, je me suis dit, c'est quelque chose qu'il faut prendre, qu'il faut. J'ai essayé de prendre justement le meilleur de ce qu'il proposait en termes de comportement, de personnalité. Et ouais, franchement, mon expérience là-bas, j'ai kiffé. Après, je sais pas si je me verrais vivre là-bas longtemps, mais en tout cas, pour un an, c'était très bien. Mhm. Et ouais, j'allais dire qu'en fait là-bas, ils vont d'office te parler sans regarder tes habits ou Pas quoi, du ou tout. faire de déduction sur ton milieu social, qu'importe, ils sont là Pas pour du ta tout. personne. Exactement. Et après un petit talk, bah là ils vont te dire ok, j'aime bien, j'aime pas, Ouais, c'est vrai. C'est je vrai. trace quoi, mais Ouais, ouais, c'est ça, c'est ils ça, n'ont c'est pas d'a ça. priori, Non, pas d'a priori, en non, tout cas non. moins que nous. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas trop d'a priori parce que t'as des gens, en fait, t'as plein de millionnaires là-bas. Je sais pas, tu croises 15 personnes, t'as un millionnaire sur 15, tu vois, à Los Angeles, dans ces zones-là. Et souvent, t'as des millionnaires en termes de. Je sais pas, ils s'habillent très basiquement, ils sont pas du tout dans un. À la Pas tous. Ouais, démonstration. certains si, mais d'autres pas forcément. Et comme t'as un millionnaire sur 15, tu peux pas te permettre de. T'es obligé de prendre tout le monde, tu vois, au sérieux au cas où. J'ai l'impression. Mais ouais, du coup, ouais, très jovial. La personnalité un peu californienne est très joviale. Et donc, ouais, ils sont pas dans l'a priori, dans le jugement a priori, effectivement. Ouais. Et c'est quoi qui change dans l'université? Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment c'est? Est-ce qu'il y a des campus? Enfin, Ouais. voilà, un petit peu. C'est un énorme campus. Ça a rien à. Franchement, ça, c'est ce qui m'a le plus choqué. Le campus, c'est une grosse ville. Le campus, c'est plus grand que Mantes-la-Jolie, c'est plus grand que. Je sais pas, ça doit faire peut-être un quart de Paris, je crois, quelque chose Ah comme ouais, ça. putain. Franchement, c'est énorme. Et donc, tout se passe là-bas. Sauf que moi, j'avais parlé à des personnes qui étaient passées par l'université avant moi, de Sciences Po. Ils m'avaient dit, franchement, Tauben, je te conseille de ne pas vivre sur le campus. Parce que sinon, tu vas jamais sortir du campus, tu vas pas être amené à découvrir la vie hors campus, parce que c'est une bulle, une bulle.
Et je me suis dit, bon, bah, je vais suivre leurs conseils. Donc, j'ai pris un appartement hors campus. Et je me suis retrouvé avec des Américains. Moi, je voulais être qu'avec des Américains, ça m'intéressait pas d'être avec des Français, avec des internationaux. Ça, ok, j'en connaissais. Moi, je voulais vivre la vie, je voulais vivre le rêve américain. American Dream. L'American Dream. Et Ouais, tu je parlais voulais. déjà anglais ou pas? Enfin, il fallait passer un test pour être accepté à ces écoles-là. Ok. Donc j'avais travaillé académiquement, mais j'étais vraiment pas fort en anglais. C'était vraiment pas mon. Ouais, c'était même mon talon d'Achille, je pense, académiquement, c'était l'anglais. J'ai jamais été très fort en anglais. Et donc, ouais, j'ai aussi pris l'opportunité pour m'améliorer en anglais. Et c'est pour ça, au début, j'appréhendais un peu. Je me disais, vu mon anglais un peu pas terrible, est-ce que ça va passer? Mais il n'y a pas eu de problème. En fait, en accent, pas accent, du moment que tu véhicules un message, c'est le principal. C'est ouf ça. Au moins Ouais. t'essayes, c'est ça qui est C'est valorisé ça, quoi. exactement. Eux, ils veulent, c'est le fond qui les intéresse, pas forcément la forme. Parce que je suis en colocation avec 4 Américains et j'arrive. Et tu vois, moi, j'avais ma petite chambre. Il y avait un autre Américain qui avait sa petite chambre. Il y avait deux qui se partageaient le salon. Parce que ça coûte cher, les universités américaines, c'est 80 000 l'année. Tu peux pas te permettre, la plupart, enfin, tout le monde fait des emprunts. Et donc, on sort, on va dans le garage. Et je vois que les deux qui se partagent le salon, un a un 4x4 Mercedes et l'autre a je crois que c'est une Lamborghini ou bref, une décapotable, je sais plus la marque. Je me dis, mais attends, je me suis dit, mais attends, mais vous partagez le salon pour dormir la nuit et vous avez. Il m'a dit, non, mais t'inquiète, ça c'est carte de crédit où tout est en emprunt, il n'y a pas de problème. Donc en fait, ils sont très dans. Ils font des sacrifices parfois sur leur confort individuel, mais derrière la voiture, hein, il y a quand même une partie de show-off, comme ils disent, d'apparence qui est importante. Et donc je fais, ah ouais, ça. Par exemple, en France, aucun étudiant prendrait un crédit pour acheter une grosse voiture. Enfin, Carrément. ça n'existait pas. Et là-bas, en fait, il faut une différence entre les cartes de débit et les cartes de crédit. Et donc, les cartes de crédit, c'est-à-dire que quand tu payes quelque chose, c'est de la dette directement. Mhm. C'est-à-dire que la banque te dit, bon, tu me dois en plus tel argent, tel argent, tel argent. C'est pas de l'argent qu'ils ont en réel. Donc ça, je fais, donc là, c'est des premiers décalages. Je fais, ah oui, d'accord. Mais après, ils font leur calcul, c'est-à-dire qu'ils savent que dans 20-30 ans, ils vont largement amortir l'emprunt et tout. Mais bon, c'est quand même pour quelqu'un qui est pas habitué à ça, c'était quand même frappant. C'est délire, Des colocs quoi. ouais, qui dorment ensemble dans une petite chambre, dans un petit salon la nuit, qui la journée sont en 4x4 et en décapotable. Franchement, c'était marrant. La première fois, ça m'a pris quelques semaines, voire quelques mois pour me dire, bon d'accord, ils doivent avoir leur raison, tu vois. Parce qu'au début, je comprenais pas. Ouais, en fait, c'est logique et ce rapport à l'argent, il est souvent un peu compliqué, même quand on fait Ouais. des grandes études, de faire un crédit. En France, ça peut paraître plus choquant, Ouais. ou du moins pour les personnes qui sont moins favorisées, alors que celles qui le sont, Oui, c'est le ça. font d'office, elles C'est savent que ça. c'est rentable. Bon, là, c'est extrapolé, Oui, mais ouais, c'est ça. Mais ouais, on tend vers ça, je pense aussi en France. Mais donc pour revenir sur le campus, euh, je suis allé hors du campus, mais au final j'ai traîné beaucoup dans le campus. J'ai essayé d'être hors du campus aussi, mais euh, le campus, franchement, il y a au moins, je sais pas, 4 salles de sport, piscine olympique, des salles de basket, mais vraiment de niveau. Parce qu'en fait, là-bas, ils ont ce qu'ils appellent le college, c'est l'université. Et donc, le niveau universitaire en sport, il est élevé. En fait, il y a des droits télé, les gens payent pour regarder, pour regarder ça. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Les joueurs ont des scholarships, donc des bourses ils sont payés pour jouer pour UCLA, pour UCSD, pour les universités, quoi. Et donc du coup les installations sont énormes. Là-bas ils jouent pas trop au foot et pourtant il y avait 3 terrains de foot. Franchement c'était impressionnant. Et des restaurants en veux-tu en voilà, il y avait tous les restaurants que tu peux, tous les fast-food que tu kiffes. Franchement j'étais déjà pour apprivoiser le campus, ça prend au moins 2 mois pour connaître un peu ouais, tous les recoins du campus. Et ouais, et dès le début, pour la rentrée, tu sais, il y avait plein de festivités de rentrée. Et t'avais les pom-pom girls, les cheerleaders, donc t'avais l'équipe de foot qui faisait leur truc, l'équipe de basket qui faisait leur. Donc en fait, on se rendait, il y avait plein de fêtes à gauche, à droite. C'était vraiment ce qu'on regardait dans les films et ça se passait vraiment. Et moi, je vivais un rêve éveillé à ce moment-là, tu vois, j'avais pas l'impression que c'était réel. Mais ouais, expérience de fou, campus énorme et ce qu'on voit dans les films, c'est vrai. Et c'est quoi ton meilleur souvenir là-bas? Un bon souvenir que j'ai eu, c'est quand on est parti au ski. C'était organisé par l'école, donc on est parti en car un peu, tu sais, les cars comme tu vois, ouais, on est parti en car à Big Bear qui est pas loin de San Francisco. Et moi je savais pas skier, enfin je savais pas skier, donc j'arrive là-bas, je me casse la gueule 8 fois, ils me disent relève-toi, c'est pas grave, on continue, mais j'ai essayé les plus durs, je faisais des pistes rouges, je me recassais la gueule, et franchement à la fin de la journée,
dis, mais quelle bête de journée. J'ai kiffé cette journée où je me suis cassé le bras, la jambe. Mais au final, j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu la vie, quoi. J'ai dévalé les pentes comme si j'étais un habitué, alors que je savais qu'à la fin, en fait, je savais pas comment freiner, donc j'allais tomber. Mais le moment avant de tomber, je savais que c'était le moment où je kiffais le plus. Tu vois, j'avais une sensation, tu vois, d'adrénaline, de légèreté, de liberté qui était bien. Et ouais, c'était un bon souvenir quand on est parti. C'est ouf, On est c'est un parti au peu ski. à l'image de ce que tu as vécu là-bas, quoi. Le Ouais, lâcher prise, le goût du exactement. risque, Exactement. le fait de tomber, se relever, c'est grave dans la mentalité. Ouais, de fou. En plus, là-bas, justement, l'un des premiers jours de cours, donc après les festivités, j'arrive et j'attends le prof. Je me dis, mais il est où le prof? Et d'un coup, un mec qui est assis à la place du prof. Et d'un coup, il se lève et il commence à dire Welcome everybody. Et il était habillé en short, tongs, casquette. Il devait avoir, je sais pas, là, 35, un truc comme ça. Mais c'est qui lui? En fait, c'était le prof. Et ce gars-là, c'est un des profs les plus renommés de toute la Californie. C'est un plus grand professeur-chercheur de la Californie. Et quand je te dis qu'ils sont dans un chill absolu, dans un lâcher-prise, c'est que les profs traînent en bermuda, en claquette, en casquette, et ils viennent avec leur skate, il n'y a pas de souci. Et ça me dit, ah ouais, nous en France déjà, juste aller en classe avec une casquette, tu n'as pas le droit avec ton couvre-chef, Mm. c'est considéré comme un manque de respect, t'enlèves ton couvre-chef. Non, là, même le prof lui-même, il avait une grande conférence, c'est l'un des profs les plus réputés de Californie, il vient comme si, et ça où je me dis, ah ouais, ok, eux c'est un autre niveau de chill, ok, ok. Et il fallait que je me mette à leur niveau, j'ai pas réussi à me mettre à leur niveau, mais ouais, c'est juste pour te dire l'image, la première image d'un prof, un professeur-chercheur à l'Université de Californie. Trop stylé. Et ouais, ça va de pair aussi avec la légitimité, tu vois. Ils Ouais, n'ont pas besoin en fait de s'habiller d'une certaine façon pour qu'on les considère. Et ça va jusque là, quoi. En fait, t'es ouais, un mec méga exactement. stylé, Ouais, t'es ouais, pas c'est obligé de dire vrai. tout ce que tu veux, mais tu t'en fous, tu restes la même personne. Parce que, ouais, ils sortent un peu des codes. Enfin, ils n'ont pas de code bien figé comme nous on peut avoir. Où bah, si t'es prof, tu dois être habillé comme ça. Si t'es élève, tu dois être habillé comme ça. Un statut égale un code égale une fonction. Là, c'est pas vraiment le cas. Et c'est pas positif de manière absolue. Tu vois, il y a aussi des mauvais côtés. Mais en tout cas, moi, j'ai kiffé le fait que tu peux parler avec un prof comme tu parles à ton pote. En fait, il reste simple, Ouais, quoi. c'est Il n'y a ça. pas vraiment de hiérarchie. Enfin, Non, non, non. Ça, il reste accessible. Ouais, ouais, très, très, très accessible. Ouais, ouais. Ça, c'est ouf. C'est un truc qu'il faut qu'on garde, Ouais, monsieur le peut-être. président. Donc, du coup, là, tu rentres des États-Unis, tu Ouais. rentres en France. Ouais. En fait, ce que je fais, c'est que je rentre, je fais mon master à Sciences Po. Et dans mon master, il y avait un projet qui était organisé par Sciences Po Paris, London School of Economics et d'autres écoles du réseau, Columbia University et deux ou trois autres écoles. Et leur but, c'était, ils ont fait un partenariat avec l'ONU. Euh, et donc, c'était dans le cadre des ODD, des Objectifs de développement durable. Ah, ça me connaît, ça. Ouais, tu dois connaître. De mettre en place un projet à l'initiative des élèves qui devait remplir un objectif de développement durable. Et chaque école devait sélectionner un projet avec une équipe. Donc, moi, j'avais mon équipe, on était 5. Et on a réussi à être sélectionné. Là, ce qu'on fait, notre projet, c'est en Colombie, parce qu'il y avait 2 Colombiens dans notre équipe de 5. Et le but, c'était d'aider les jeunes Colombiens qui n'avaient pas forcément accès à l'école parce que c'était trop loin, c'était un peu période post-Covid. Et donc, la plupart du temps, ils décrochaient scolairement, ils faisaient autre chose parce qu'ils n'avaient pas accès à l'école, c'était pas possible. Donc, nous, on essayait de leur ramener un moyen de suivre l'école à distance. Hmm. Et on leur avait ramené un programme de radio à distance avec des petits GSM qu'ils pouvaient utiliser pour envoyer des messages à leur tuteur à distance. Au début, c'était un peu abstrait. C'était juste un projet et ensuite une fois qu'on a été sélectionné par la London School of Economics, par Sciences Po, etc. Là c'était parti sur le côté plus opérationnel et là on était en contact avec une commune de Casanare qui est une région à côté de Bogota en Colombie, très, très rurale. On a fait nos partenariats avec des radios locales, avec le ministère là-bas de l'Éducation nationale et du coup c'est un projet qui a fait que plusieurs élèves ont pu bénéficier de ce dispositif-là et, euh, ouais, pour moi, c'est à ce jour, je pense, une de mes plus grandes réussites parce que je pense, enfin, quand on parle aux profs de là-bas, ils me disaient, bah, si vous n'aviez pas fait ce projet-là, bah, peut-être que, et même c'était sûr que plein d'entre eux auraient décroché, auraient fait autre chose, auraient essayé de travailler autre part. Donc c'était important et du coup ouais, c'est comme ça que j'ai eu ce certificat-là de Sciences Po, London School of Economics. C'était ma première année de master à ce moment-là. Ok, putain, trop stylé.
C'était un peu de l'entrepreneuriat, quoi, de mêler plein de parties prenantes, d'avoir un projet, de Exactement. pitcher, ensuite d'arriver à les convaincre, de le Exactement. mettre en application. Vraiment, ouais, c'était exactement ça. C'était ça le but. C'était à la fois de nous responsabiliser et à la fois de faire s'engager pour les autres dans le cadre des objectifs de développement durable. Trop stylé. Et après ça, t'es allé en Master 2. Est-ce que là, t'avais une spécialité? Non, j'ai fait d'abord ma césure. Ah oui, la césure. J'ai fait ma Alors, césure. raconte-nous ta J'ai césure. fait ma césure. Alors au début, j'avais pas prévu de faire une césure. Et c'est là où, par exemple, la période post-Covid était un peu dure parce que bah, on avait moins accès aux potes, on se voyait un peu moins, les cours étaient à distance. Donc j'avais pas forcément accès. À ce moment-là, c'était l'année où j'avais pas forcément accès à beaucoup d'informations. Hmm. Et donc moi, je comptais pas faire ma césure. Et ce qui se passe, c'est